Troisième partie de cette matinale spéciale référendum au lendemain de la troisième consultation. Avec moi, effectivement, Luc Steinmetz, juriste et historien, et Mathias Chauchat, professeur en droit public à l'université. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Merci de nous avoir rejoints dans cette matinale. Vous êtes tous les deux observateurs de la vie politique calédonienne, tous les deux avec vos convictions. D'abord, un premier sentiment, chacun, de ce qui s'est passé hier. Luc Steinmetz. Un référendum dont on connaissait déjà à l'avance les résultats. Pas de surprise. Je dis les résultats parce qu'on savait que l'abstention serait importante dès lors qu'une partie non négligeable, les indépendantistes avaient décidé de ne pas y participer. Ensuite, une victoire qui était aussi automatique du non à l'indépendance, dans une proportion qui devait tourner autour de 95-97%. C'est ce qui s'est passé. C'est conforme. Ensuite, une triple fracture, mais celle-là, elle est ancienne. Elle existe depuis longtemps. Entre les provinces, donc une fracture géographique, une fracture politique, aussi, et puis une fracture, on va dire, communautaire. Politique, parce que depuis plusieurs années, eh bien, il y a ce clivage entre indépendantistes et non-indépendantistes, et puis communautaire, parce qu'il faut reconnaître que depuis une vingtaine d'années, mais en particulier depuis les 5 dernières années, on assiste à un vote ethnicisé de plus en plus, qui se transforme en vote identitaire, et finalement en vote communautaire. Donc on a retrouvé tout ça dans les résultats d'hier, et de ce point de vue-là, ça n'est pas surprenant, ça n'a pas surpris grand monde à mon avis. Mathias Chauchat, pas plus de surprises de votre côté ? Les indépendantistes, pour moi, ils ont dominé les 3 scrutins, si on prend la série des 3 scrutins. Au premier scrutin, on ne les attendait pas, ils étaient là. Au deuxième scrutin, ils ont montré que l'indépendance était possible. Et d'autres les rejoignaient et le peuple calédonien était en train de naître. C'est pour ça que l'État s'est engagé si fermement pour le non et qu'il a fait la campagne d'ailleurs presque à la place des voix du non. Et au troisième scrutin, c'est-à-dire hier, ils ont démontré que sans eux, rien n'était possible. Si vous regardez les résultats, il y a en gros 40% du pays qui est pour la Calédonie française. Vous retirez les oui, vous retirez les bulletins blancs, ça fait tout juste 40% pour la Calédonie française. Les 60% des autres, c'est eux, le peuple calédonien, qui croient au destin commun. Ceux qui ont voté hier sont précisément ceux qui croient qu'on peut faire sans les Kanaks, c'est-à-dire qui ne croient pas au destin commun. Donc voilà. L'autre et tout dernier enseignement, c'est que la France ne décolonise jamais que dans l'échec et la violence. Et malheureusement, cette idée va infuser. Après 30 ans de négociations, la Calédonie n'est pas indépendante, ça va infuser auprès des jeunes générations. Alors ce sont malgré tout sur des hypothèses que vous vous basez. On ne sait pas si les indépendantistes auraient gagné. Luc Steinmetz, pardon. Mathias Chauchat vient en gros de considérer qu'il y a 40% des Calédoniens qui se sont prononcés en faveur de la France et il annexe les 60% d'abstention ou de bulletins blancs et nuls, etc., en faveur de l'indépendance. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment pas démontré par les scrutins successifs. J'ai entendu à l'instant même Mathias nous dire que le premier référendum avait été une surprise en ce sens que des sondages, c'est vrai, des sondages avaient annoncé une victoire du non par 70% contre 30%. Cette surprise était réelle. Alors la surprise a été réelle que par rapport aux sondages. Parce que si on prend sur toutes les élections provinciales depuis l'accord de Nouméa, où le mode de scrutin est à la proportionnelle, mais avec un suffrage qui était déjà restreint. C'est pas tout à fait le même corps électoral que celui du référendum, mais enfin c'est tout de même un suffrage qui est très restreint et qui exclut même plus de gens du droit de vote. Et bien sur les 4 élections, ou au moins les 3 premières, et ça s'est confirmé ensuite en 2019, après le premier référendum, le rapport de force entre les 2 camps, parce qu'il y a des référendums, mais en même temps il y a des élections intermédiaires, où les 2 camps s'affrontent au travers de leurs partis politiques. Et bien ce rapport de force, mesuré sur toutes les élections provinciales dans un suffrage restreint et non pas universel, était de l'ordre de 58-42.
58 en faveur du maintien dans la France. Et bien, quand le premier référendum est sorti à 57-43, certes, c'était une surprise par rapport aux 70-30 des sondages, mais pas par rapport à la réalité du corps électoral et de son comportement depuis des dizaines et des dizaines d'années. Et il s'est réduit, Mathias Chauchat. Et il s'est réduit, je suis d'accord. Et il s'était réduit au deuxième référendum. Je reviens sur vos propos. Qu'est-ce qui vous rend certain qu'il serait passé finalement, ce oui? Moi, je pense que la démarche des Kanaks, c'est une démarche généreuse. Celle des indépendantistes, c'est de construire le destin commun dans un pays commun. Ils ont ouvert leur droit à l'autodétermination du pays aux autres, à égalité d'ailleurs. Les autres s'en servent pour empêcher la décolonisation du pays. On le voit dans le Nord, les Européens qui vivent avec les Kanaks commencent à comprendre que c'est impossible de faire sans eux en Nouvelle-Calédonie. C'est moins vrai en province sud. Donc ce schéma bipolaire, il a été amplifié par l'État. J'aurais surtout insisté sur le rôle de l'État. L'État français a radicalisé les positions et il a choisi la date du 12 exprès, parce qu'il sait qu'après, avec les législatives, il va y avoir une radicalisation très à droite, notamment pour aller chercher l'électorat métropolitain. Donc cette radicalisation, elle était voulue. Et Sébastien Lecornu a vendu du rêve aux Calédoniens. Ce rêve, c'est de leur dire, après le troisième référendum, l'accord de Nouméa est fini, ça va être la caducité de l'accord de Nouméa. On pourra en gros bricoler tranquillement la loi organique dans notre coin. Or, les indépendantistes, ils se situent toujours dans l'accord de Nouméa. Pour eux, l'accord de Nouméa est irréversible. Je rappelle que l'accord de Nouméa dit l'irréversibilité est constitutionnellement garantie. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on ne peut pas changer les éléments essentiels de l'organisation politique sans modifier au préalable la Constitution française. Donc ça veut dire que demain, les électeurs du non vont avoir la gueule de bois. Ils auront la gueule de bois, non seulement parce qu'aucun problème politique n'a été réglé, mais ensuite parce que les autres ne pourront pas toucher aux éléments de l'organisation politique, qui sont un corps électoral, qui sont des assemblées, un nombre de sièges, un mode de scrutin, le gouvernement collégial, les provinces et le principe du rééquilibrage. Alors, je rappelle juste, l'accord, Luc Steinmetz, dans une seconde, que l'accord de Nouméa est caduc juridiquement, mais que rien ne s'effondre. Absolument pas, c'est une erreur juridique, c'est du rêve. L'accord de Nouméa n'est pas caduc, il est irréversible constitutionnellement. D'ailleurs, aucune disposition, j'insiste là-dessus, constitutionnelle n'a jamais été déclarée caduque en France. C'est-à-dire que elles peuvent tomber en désuétude. C'était le cas de la communauté française au moment des décolonisations, parce que personne n'a voulu rester dans la communauté française, mais caduque jamais. D'ailleurs, il a fallu modifier la Constitution pour la retirer. Or, l'accord de Nouméa, il ne peut pas tomber en désuétude si un des partenaires refuse qu'il tombe en désuétude. Il n'y aura pas, entre guillemets, de coutume constitutionnelle qui ferait que tout le monde va jeter l'accord de Nouméa. Les Kanaks, les indépendantistes vont se battre pied à pied jusqu'à ce que l'État soit obligé de leur dire « je cesse de respecter l'accord de Nouméa et je le fais sans vous ». Ce jour-là, vous verrez, le climat en Nouvelle-Calédonie va changer. Comme je l'ai déjà dit, s'il touche au périmètre du peuple calédonien, c'est-à-dire s'il touche au corps électoral, c'en est fini de 30 ans de paix civile. Luc Steinmetz. D'abord, une première remarque, moi qui me choque dans la bouche de Mathias Chauchat, qui est professeur agrégé de droit public, c'est quand même pas rien. L'agrégation en matière de droit, c'est vraiment le sommet de toutes les formations. Il a parlé de l'État français. Il doit connaître l'histoire constitutionnelle de la France et il sait que la seule période où l'État en France s'est appelé État français, c'est entre 1940 et 1944 sous le régime de Pétain, sous le régime de Vichy. En Nouvelle-Calédonie, jusqu'à nouvel ordre, quand on parle d'un État, il ne peut s'agir que de la République française et il n'est pas nécessaire de le qualifier par un adjectif français qui, en plus, ramène à la période tristement célèbre de la Deuxième Guerre mondiale. Et deuxième remarque, j'ai bien écouté Mathias Chauchat, il se fait un fervent défenseur de l'accord de Nouméa, c'est ce qu'on peut quand même dire. Hein. Et puis également, j'ai compris des restrictions au corps électoral. Bien. Mais en 1998, dans le recueil d'Alloz, c'est presque une Bible pour les juristes. Je lis Mathias Chauchat, c'est le même, professeur à l'époque ça s'appelait Université française du Pacifique peut-être encore.
qui écrit, je cite, « L'accord de Nouméa sera condamné par le droit international, car le corps électoral restreint ou l'emploi local sont contraires à des droits fondamentaux garantis par la France à tous ses nationaux. » Voilà ce que vous écriviez, Mathias, en 1998 dans le recueil d'Alloz. Alors, c'est un coup bas parce que... Non, c'est pas un coup bas, c'est la réalité, ça. C'est un coup bas parce que non, j'ai pas changé d'opinion. Ah bon ? Cet article de doctrine visait simplement à dire, attention, il y a les dispositions constitutionnelles d'une part, il y a les dispositions internationales d'autre part. Et la question qui était soulevée à l'époque par les non-indépendantistes était de savoir si les traités internationaux pouvaient faire revenir sur le principe d'égalité du droit de suffrage. Ça donnait lieu d'ailleurs à des grands arrêts du droit, bien sûr. mais si vous regardez le titre de l'article, un point d'interrogation, c'est pas mon opinion, j'ai exposé une controverse. D'ailleurs, j'étais un des tout premiers à montrer que après le changement de constitution se poserait la question du droit international. Donc, j'ai pas changé d'opinion sur l'accord de Nouméa que je soutiens depuis le début. Et il y a eu quelques années après, 4 ans après, ça fait beaucoup, parce que là, on était déjà rentré dans l'application de l'accord de Nouméa. Il s'est tenu un séminaire à Nouméa, à l'Université de la Nouvelle-Calédonie, sur les espaces insulaires et les droits de l'homme, avec le cas particulier de l'hémisphère sud. Et dans ce colloque de l'Observatoire des relations internationales, vous aviez écrit que l'accord de Nouméa repose sur une assise politique discriminatoire et forme une construction institutionnelle inadmissible, précaire. Mais c'est des propos... Ce sont quand même des propos qui sont plutôt en contradiction avec vos positions d'aujourd'hui. Ah ben ça vous gêne qu'on les reprenne aujourd'hui. S'il vous plaît, restons s'il vous plaît sur le résultat de ce troisième référendum. Mathias Chauchat, parlons de ce droit international. Quel impact peut-il avoir sur le résultat de ce référendum ou quel recours peut-il quels recours peuvent formuler les indépendantistes s'ils le veulent aujourd'hui grâce à ce droit international? Alors c'est déjà la question que je soulevais en doctrine à cette époque-là. En fait, il y a deux instruments. Il y a la Convention européenne des droits de l'homme et ils vont l'invoquer. Sauf que la Cour européenne des droits de l'homme accepte le corps électoral restreint dans un cadre transitoire. Transitoire, ça ne veut pas dire provisoire, ça veut dire transitoire jusqu'à l'accession du pays à la pleine souveraineté. Tant que la Nouvelle-Calédonie reste dans un processus de décolonisation, je veux dire, le corps électoral peut demeurer. Et donc ensuite, il y a l'ONU. Alors l'ONU, évidemment, elle n'a pas de division, elle n'a pas de pouvoir de contrainte, ça va être des résolutions de l'Assemblée générale, plus exactement du Comité des 24. Mais ces résolutions vont avoir pour conséquence que la Nouvelle-Calédonie ne sera pas désinscrite du processus de décolonisation. Donc le processus de décolonisation va continuer après ce troisième référendum. Et la question va être, est-ce que finalement ceux qui se considèrent comme des Français de Nouvelle-Calédonie sont légitimes à voter? Ils votaient en contrepartie du droit qu'avaient les Kanaks de demander leur indépendance. L'idée, c'était de construire un peuple calédonien ensemble. À partir du moment où les Français de Nouvelle-Calédonie ont dit par 3 fois « Nous ne voulons pas être des Calédoniens, nous voulons être des Français », quelle est leur légitimité pour voter dans un scrutin de décolonisation? Vous remarquez que dans ce référendum, on a voté pour décoloniser sans le peuple colonisé. Tout ça n'a aucun sens. Et toute la communauté internationale et l'ONU vont le voir. Oui, mais quand vous dites que la Nouvelle-Calédonie a voté sans le peuple colonisé, c'est le peuple colonisé, cette fois-ci, qui a décidé de ne pas participer. Ce n'est pas le scrutin, ce n'est pas le mode de suffrage, etc., par ces restrictions qui sont déjà énormes, qui ont exclu les indépendantistes et les Kanaks en particulier ont voté au premier référendum, conformément aux droits applicables avec l'accord de Nouméa et la loi organique. Ils ont voté ensuite au deuxième référendum. Ce n'est pas la France qui les exclut. J'ai vu hier dans une interview qui est parue sur 20 minutes, hein, c'est ça, hein? Eh bien, vous avez dit en gros que l'État a organisé un référendum sans la participation du peuple colonisé. On a l'impression, quand on lit cette phrase, que hier, le suffrage excluait de droit les Kanaks du vote. Mais c'est absolument faux.
Ils sont inclus dans le corps électoral, avec même des restrictions très importantes pour en faire partie, les populations intéressées, il fallait qu'elles soient arrivées au plus tard en 1994, et s'ils n'ont pas participé hier, c'est de leur propre fait, avec des raisons qu'ils avaient, je les reconnais, je les connais même. Mais par conséquent, on ne peut pas dire que l'État a organisé ce référendum sans la participation du peuple colonisé, entre guillemets. Mathias Chauchat. L'État, il a faussé gravement la consultation. Il l'a faussé délibérément pour maintenir la Calédonie française. Il l'a fait avec le document du oui et du non, qui est un document à charge contre le oui. Et l'État donne le choix aux indépendantistes entre le tout ou rien, c'est-à-dire un statut dans la France avec la normalisation de la Nouvelle-Calédonie, qui devient un simple dom-tom, ou avec une indépendance solitaire à l'algérienne. Or, les Kanaks qui laisse toute une part de négociation tout de même. Non, un document unilatéral à charge contre le oui. Et ce document est contraire à toute la pensée des indépendantistes. Les indépendantistes ne sont pas, ou pas encore, hostiles à la France. Ils souhaitent négocier des interdépendances. C'est-à-dire qu'ils souhaitent que la Calédonie, Kanaki Nouvelle-Calédonie, devienne indépendante, mais signe de façon simultanée un partenariat ou une convention d'interdépendance avec la France pour lui restituer l'exercice d'un certain nombre de compétences régaliennes. C'est ça le projet. À Paris, il a été demandé au Premier ministre de bien vouloir négocier les interdépendances, c'est-à-dire de discuter de ça. La réponse de l'État, ça a été le document du oui et du non. L'État a radicalisé les positions pour permettre la victoire du non, pour empêcher les Calédoniens de rejoindre les Kanaks dans la fondation du peuple calédonien. Et ça, c'est un crime politique, parce que aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, on se retrouve avec une confrontation binaire, les Français de Nouvelle-Calédonie d'une part, les indépendantistes, les Kanaks d'autre part. Et dans le futur schéma des négociations, eh bien, les négociations à trois vont disparaître. C'est-à-dire que, puisque l'État et les non-indépendantistes sont dans le même camp avec les Français de Nouvelle-Calédonie, les négociations auront lieu entre, d'une part, le FLNKS, d'autre part, l'État français, les Français de Nouvelle-Calédonie se rangeant derrière leur État de choix, la France. Luc Steinmetz. Quand j'entends que le document du oui et du non fourni par l'État est à charge contre le oui, là, tout de même, c'est un petit peu fort. Parce qu'il dit par écrit les réalités de ce que peut être une indépendance pure et simple. Parce que dans la question binaire qu'on peut regretter telle qu'elle est posée, c'est vrai que l'accession à la pleine souveraineté, c'est l'indépendance. Éventuellement, une association, un partenariat, une délégation de souveraineté, il y a tout un tas d'habillages qu'on peut imaginer. Ça ne peut se faire que d'État à État, une fois que le pays est devenu indépendant. Ça ne peut pas se préparer avant, puisqu'on ne connaît pas quel est l'État, entre guillemets, qu'on va avoir en face. Donc la France ne pouvait pas faire autre chose que de montrer la situation après un oui à l'indépendance. Mais n'oublions pas tout de même que dans ce document du oui et du non, il y avait à la fin de chaque chapitre, j'appelle ça des chapitres, tout le monde s'y reconnaît, une série de questions à laquelle il fallait répondre et qui donnaient éventuellement les habillages possibles de l'après-indépendance si elle avait été acquise. Donc l'État n'a fait qu'expliquer la réalité de ce qu'aurait été le vote oui, quitte éventuellement à bâtir quelque chose, mais ça, l'État ne pouvait pas le présupposer, le définir, avant même que ce choix de l'indépendance ait été fait. Donc, je crois que surtout ce qui a gêné les indépendantistes, c'est qu'ils n'auraient pas pu, à partir de ce document détaillé, près de 100 pages, sur le oui et le non, ils n'auraient pas pu, les indépendantistes, faire une campagne mensongère auquel personne ne répondait dans les deux premiers référendums. Luc Steinmetz, Mathias Chauchat, vous êtes clairement opposés sur à peu près tous les sujets, notamment sur ce document du oui et du non, sur que faire ensuite. Luc Steinmetz, néanmoins sur l'État, on a entendu Emmanuel Macron cette nuit à 23h, il est intervenu sur un peu plus de 8 minutes. À aucun moment, il n'a mentionné l'abstention. N'est-ce quand même pas une faute, une erreur? L'abstention, dans ce genre de référendum, on s'aperçoit qu'elle tourne autour de 15%. Donc là, elle a été bien sûr plus importante. Il ne l'a pas mentionné, je crois, parce qu'il s'est situé sur un plan strictement juridique. En droit français, dans le droit des référendums et le droit électoral, il n'y a pas de quorum
pour valider juridiquement une élection. On est d'accord, juridiquement... Et puisque vous m'avez posé cette question, je crois que c'est parce que le président de la République a bien dit que juridiquement, l'accord de Nouméa est terminé. Il l'a dit, c'est son adverbe. Juridiquement, l'accord de Nouméa est terminé. C'est ce qui est consacré par le résultat d'hier soir. Mais s'il n'a fait qu'employer le terme juridique, c'est parce qu'il sait très bien, et je pense qu'il a pris conscience de l'abstention au travers de cet adverbe, c'est qu'il sait très bien qu'il va falloir maintenant discuter, construire avec deux camps qui sont à peu près à égalité. On ne saura jamais comment aurait tourné ce troisième référendum si les indépendantistes y avaient participé. Mais enfin, ça aurait pu être à quelques pourcents près la victoire d'un camp ou de l'autre. Hein ? Bon. Effectivement, ça restera une inconnue. Et ça restera une inconnue, et je crois que c'est ce que le président a voulu souligner par son adverbe juridiquement. Mathias Chauchat, sur cette intervention du président de la République, d'Emmanuel Macron, qu'en avez-vous pensé ? Ce président n'est pas à la hauteur de l'histoire. Il a d'ailleurs assez peu de lignes claires et de grandeur d'âme. Et ce qu'il dit confirme que la France ne décolonise jamais que lorsqu'elle y est forcée par la violence. C'est triste, et il ne répond pas à la question essentielle. Le futur référendum de projet va-t-il consacrer le périmètre du peuple calédonien ou sera-t-il ouvert aux autres, c'est-à-dire aux non-citoyens? Si ce référendum de projet est ouvert aux non-citoyens, ça veut dire que la France aura pris la décision de recoloniser la Nouvelle-Calédonie. Et je dis à tous nos auditeurs ce matin, lequel d'entre vous pense sincèrement que ça va bien se passer? Vous voyez bien que la consigne de non-participation pacifique qui est tenue aujourd'hui ne durera pas. Il faut quand même mettre les gens en garde. Ne passez pas en force contre le peuple kanak. Ne poussez pas le peuple kanak jusqu'à ses retranchements. L'erreur, c'est de penser que ce référendum a réglé quelque chose. Il n'a rien réglé. Il a retiré la boussole de l'accord de Nouméa en laissant un champ de décombres. Aujourd'hui, on a à nouveau la confrontation peuple français, peuple kanak. Comment sortir de là? Ça ne peut être qu'en affirmant le principe de décolonisation de la Nouvelle-Calédonie. Le seul statut définitif, c'est celui de l'indépendance, avec une convention d'interdépendance avec la France. Mathias Chauchat, même les leaders indépendantistes n'ont pas ces propos aussi forts, qui ne voient rien d'autre que la violence. Est-ce que vous dites, vous ne voyez pas d'autre issue que la violence? Je n'ai pas dit l'issue de la violence. J'ai dit que si le corps électoral est ouvert, c'est-à-dire qu'on va au-delà du périmètre du peuple calédonien d'aujourd'hui, ça signifie que la France prend la décision unilatérale de recoloniser le pays. Comment pensez-vous qu'une décision de recoloniser la Calédonie puisse être acceptée par les indépendantistes? Ouvrez les yeux. Ça n'est finalement que la traduction d'une seule lecture de l'accord de Nouméa. L'accord de Nouméa, j'en suis d'accord, ça a été signé comme un accord de décolonisation. Mais cet accord de décolonisation, il était bien prévu qu'il se termine par une consultation des populations intéressées. C'est conforme à la fois aux résolutions de l'ONU et au droit français, c'est-à-dire l'article 53, alinéa 3 de la Constitution, qui le prévoit d'une manière explicite. Et cet accord de Nouméa de décolonisation, il prévoyait bien qu'au terme, il y aurait un référendum pour le choix du maintien dans la France, c'est-à-dire le refus de l'accession à la pleine souveraineté, ou au contraire, la pleine souveraineté, c'est-à-dire l'indépendance. Ça veut dire que dès le départ, les indépendantistes ont signé un accord dans lequel ils acceptaient que la décolonisation puisse être accomplie et achevée, éventuellement par le maintien dans la France. Bien sûr, eux, ils défendent la pleine souveraineté et l'indépendance, mais ils ont accepté dès le départ que ça pouvait aussi se terminer par le maintien dans la France. La position de Mathias Chauchat va absolument à l'encontre de ce qu'ils ont signé. Je signale dit pas ça à la fin. L'accord de Nouméa, il se termine, la France reconnaît la vocation de la Nouvelle-Calédonie à la pleine souveraineté. Elle reconnaît la vocation, mais dans la mesure où une majorité le choisit après le référendum. Ah ben alors,
Pourquoi avoir prévu? Je rappelle aussi, parce que Trois c'est questions important. pour faire évoluer les questions, pour rapprocher les points de vue, pour construire le peuple calédonien. C'était ça. L'État a faussé le jeu avec une question binaire et avec un document déloyal. Et aujourd'hui, on est face à cette déloyauté. C'est pour ça qu'il n'y aura pas de discussion avec l'équipe Mais la question actuelle. binaire, elle est dans l'accord de Nouméa. Je signale que beaucoup ont proposé depuis au moins 10 ans qu'on s'écarte justement de ce choix binaire et qu'on passe par une solution consensuelle qu'il aurait fallu négocier dès 10 ans. Ça ne s'est pas fait. Mais il ne faut pas dire que c'est l'État qui a faussé le jeu. Messieurs, on arrive au terme de cette partie de cette matinale spéciale à post-référendum. Merci d'avoir été présent, Mathias Chauchat, Luc Steinmetz. On sent que l'enjeu, en tout cas le chantier, aujourd'hui va être énorme pour la Nouvelle-Calédonie. Merci d'avoir été présents tous les deux ce matin, Luc Steinmetz, juriste et historien, Mathias Chauchat, professeur en droit public